Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette émission en direct avec des reportages, des documents pour répondre à cette question. La France est-elle prête à accueillir des réfugiés? Les Français s'interrogent, parfois se divisent sur cette question. Pourquoi? Comment notre pays a-t-il intégré d'autres migrants, nombreux, venus d'Italie, d'Espagne? Vous entendrez également dans cette émission des paroles d'hommes ou de femmes dont le visage ne vous est pas inconnu, raconter leur arrivée en France. C'est une émission spéciale en direct avec vous, Guylaine, et vos invités en Allemagne, à Munich, dans cette gare qui a vu passer près de 33 000 migrants ces 10 derniers jours. Bonsoir Françoise, bonsoir à tous. Nous sommes dans cette gare de Munich qui est devenue depuis le week-end dernier le lieu de transit des réfugiés en Europe. Vous le voyez derrière moi, les réfugiés continuent d'arriver, des tentes sont dressées pour eux, où ils peuvent trouver des vêtements, de la nourriture, des boissons ainsi que des soins médicaux si besoin. Alors ce soir, vous allez entendre des paroles fortes d'Allemands qui disent vivre aujourd'hui un moment historique. Alors nous verrons ensemble si cette émotion traverse vraiment tout le pays. Et puis parmi ces réfugiés, certains souhaitent aller en France. Alors nous avons suivi, et c'est une première, ces entretiens où se décide leur avenir. Et nous poserons cette question dérangeante. La France fait-elle vraiment encore envie? Fait-elle encore rêver? Merci Guylaine, on vous retrouvera tout à l'heure. Alors combien sont-ils? Le nombre est approximatif mais donne une idée de grandeur. 500 000 hommes, femmes, enfants ont franchi les frontières de l'Europe depuis janvier dernier. Un mouvement sans précédent depuis l'après-guerre. Ils sont avant tout syriens, érythréens, afghans. Ils fuient la guerre, les persécutions. Ces 2 prochaines années, la France s'engage à accueillir plus de 24 000 réfugiés. Mais sommes-nous prêts? Le reportage que vous allez découvrir montre que la réponse n'est pas simple et que les Français se divisent sur cette question. Un document des équipes d'envoyés spéciales avec le commentaire d'Élise Le Guével. Depuis l'état d'urgence décrété jeudi, la Macédoine n'accepte les réfugiés qu'au compte-gouttes. Depuis 2 semaines, cette jeune Parisienne a les yeux rivés sur les images des réfugiés qui affluent aux portes de l'Europe. Ni restaurant ni hôtel, pas même des toilettes. Plus exactement, depuis le 22 août, et cette vidéo à la frontière de la Macédoine qui l'a fait basculer. On est ici en famille. Il y a des familles avec des bébés, des enfants. Rien que de la voir, ça me... Lui, il passe parce qu'il a une petite fille, donc il les laissait passer au compte-gouttes, et c'est une émotion qui est... Je peux toujours pas la regarder en fait. Cette femme est au bord de l'asphyxie. Et là, on les voit avec un... Quand on est maman, on s'imagine, moi, avec mon bébé à travers champs, en train de me faire tirer dessus. Ma fille, elle est née du bon côté. Elle a de la chance. C'est juste une question de chance. Et l'injustice, elle est là. Sur les réseaux sociaux, Anne a entendu parler de 300 réfugiés ici à Paris, à 3 arrondissements de chez elle. Il manquerait de tout. Cette chroniqueuse beauté a donc décidé de mobiliser tous ses amis via Internet. Laisse tomber, je passe demain, c'est plus simple. Je viendrai avec une copine qui apportera des trucs. Super. C'est génial. Les filles. Au-delà de l'émotion et des déclarations d'intention, la France et ses habitants sont-ils prêts à accueillir 24 000 réfugiés? Moi, je trouve que la France, elle n'a pas les moyens de s'occuper de ces gens-là. Nous avons rencontré des citoyens qui ouvrent très grand leurs portes. Bon appétit! Et des élus beaucoup plus réticents à ouvrir celles de leur commune. J'ai déjà du mal à m'occuper de ma population. Ce serait mentir, manquer de lucidité, manquer d'honnêteté que de dire je peux accueillir la terre entière. Nous avons pu voir ce que donne l'accueil quand il n'est pas encadré par les pouvoirs publics. Personne ne prendra. Basta, basta. Une France aux structures d'accueil insuffisantes, écartelée entre élan solidaire et crainte budgétaire. Une France divisée sur le sort des réfugiés. Oui. Salut, ça va? Merci. Ah, c'est super. Bah dis donc. Bah écoute, voilà. Salut, ça va? Oui, toi. Je suis un peu chargé. Okay. C'est difficile dans ma vie. Des habits.
C'est la photo d'Aylan, l'enfant mort noyé sur une plage turque, qui a décidé cet ami à participer à la collecte spontanée. Alors c'est principalement c'est que des fringues. En fait, on a partagé la même photo sur Facebook d'un enfant mort sur une plage. Et en voyant son poste, j'ai vu ça, qu'il organisait une collecte. Donc, voilà. En fait, on parle beaucoup des Syriens et ces vêtements-là, tu sais qu'il ne va pas y avoir beaucoup de Syriens dans ce lycée. En fait, c'est des réfugiés qui attendent depuis très longtemps, qui viennent d'autres endroits, mais on s'en fout. On s'en fout. Couverture. Couverture, drap, couchage. Anne a transformé son appartement en lieu de stockage. Et là, il y a les serviettes de toilette et les chaussures. Le temps d'un week-end. Nous sommes place des Fêtes, dans le 19e arrondissement à Paris. C'est dans ce quartier qu'Anne a prévu d'apporter les fruits de sa collecte. Plus précisément ici, dans cet ancien lycée désaffecté, où 300 migrants ont trouvé refuge depuis le 31 juillet. Ils se sont installés sans aucune autorisation. En grande majorité des Soudanais, des Érythréens, des Afghans, qui ont fui la torture et la guerre. Ils allaient jusqu'ici de campement sauvage en campement sauvage dans le nord de Paris. Qu'est-ce qu'elles font les femmes ici? Elles dorment ici? Parce que moi je veux pas de femmes en haut. Hors de question qu'il y ait des femmes ici. Non. Ici, aucun employé, aucun représentant de l'État ou association. Il n'y a que des militants et des voisins comme Hervé. Ici, c'est pas de femme ici, c'est moi qui décide ici. Il n'y a pas de femme ici, c'est le femme, c'est le terre. Yeah, you want a woman, no here. Au premier étage, ok? C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il y a une femme qui dort ici avec 40 hommes. Et ça, il est hors de question. Parce que ça peut vite partir. Bien sûr, et quand je lui ai dit non, et lui il a dit non à Yacoub. Et quand je suis arrivé, il dit oui, le responsable dit moi ici. Quand je suis à descendra, elle descendra, c'est tout. Okay, donc c'est mon autorité. Pendant le mois d'août, faute de nourriture, les réfugiés ne mangeaient qu'une fois par jour. Un appel à la solidarité a été lancé sur les réseaux sociaux. Et depuis une semaine, les dons affluent. Oui, mais on a vidé le vestiaire pour oh putain. Ouais. Un stock impressionnant, collecté en seulement 24 heures. Attends, je vais mettre ça là. Oh là là, il va falloir que tu jettes carrément jusqu'au fond. Il n'y a pas de place. Hier, c'était ça toute la journée. C'était du délire. Et c'est vrai que les gens, des fois, c'est se battent. Mais ça marche pas comme ça. Est-ce que vous pouvez dégager un petit peu, s'il vous plaît, parce qu'on va... Les bénévoles sont visiblement débordés. Oui, il faut rentrer 2 personnes. Tout ce qui est linge. Vous ne fouillez pas les sacs, s'il vous plaît. Madame, venez par là. Venez par là. Venez par ici. Vous êtes le responsable? Voilà, un des responsables. Tout droit, et vous descendez les escaliers, c'est à gauche. Des gens du quartier d'ailleurs, en file indienne, viennent déposer leurs sacs. Des kilos de vêtements déversés pêle-mêle dans une nouvelle pièce. Et bientôt, jusque dans la cour. Quelques objets suscitent une certaine convoitise, comme la valise de cette femme. C'est moi qui ai demandé, c'est pas toi. Je ne la donne pas la valise. C'est à moi. Monsieur, je ne la donne pas la valise. Parce que j'en ai besoin. Tout comme les matelas, très recherchés. Rapidement, la tension monte. Personne ne prendra. Basta. Basta. Basta, c'est bon. Voilà. Une expérience a été tentée. Laisser les réfugiés s'autogérer, sans grand succès. Depuis 15 jours, Hervé passe aussi ses nuits ici pour remettre un peu d'ordre et apaiser les conflits. Combien de temps vous allez dormir ici? Ici, ça dépend. Si tout se recalme, tout revient normal et calme. J'espère dans une semaine que tout va se recalmer. Moi, j'y crois pas trop. Donc, tant que c'est pas calme, je reste. Tant que c'est pas calme, c'est-à-dire? Calme, les petites tensions, les machins, les petites... et qui me voient très souvent. Ouais.
Dès que ça gueule, j'arrive, bof, c'est bon. Hervé ne le sait pas encore, mais la nuit et la journée à venir vont être très agitées. Non, pas ça. Attends. Pas ça, pas les bébés. Et en fait, ils en veulent pas. Il faudrait dire au monsieur en bas que là, on arrive au reste. La collecte d'Anne a porté ses fruits. Aujourd'hui, elle compte livrer tous les dons aux réfugiés du 19e arrondissement. Ils sont ouverts. Le monsieur du camion. Le monsieur du camion. Oui. Il y a des dons pour continuer à faire. Ah bah oui, en fait, jusqu'à ce matin, un peu en mode SOS, il y a des amis qui m'ont dit « Oh, j'ai pas eu le temps ». Voilà, du coup, la collecte va continuer cette semaine encore. Sur la porte d'entrée de son immeuble, Anne avait affiché un mot, invitant ses voisins à participer. Une inscription « Vive le FN » a été rajoutée. Je suis pas sûre que ça vienne de mon immeuble, mais même si c'est le cas, les gens mettent des choses sans vraiment savoir. De toute façon, la plupart des gens racistes, c'est par manque de connaissances, donc... Petit commentaire raciste, c'est ça. Oui. T'as écrit quoi parce que Je le dirai pas, j'ai pas envie de leur faire de la pub, ça sert vraiment à rien. Au vu du succès de sa collecte, Anne a dû trouver une camionnette pour tout apporter. Elle ne s'est encore jamais rendue dans le lycée occupé. On m'a raconté, donc oui, je sais, des hommes qui ont souffert, qui n'ont qu'une envie, c'est peut-être de travailler, d'avoir une vie normale, d'avoir un foyer et qui se retrouvent à jouer au foot dans la cour de ce lycée, à s'ennuyer et à dépendre de bénévoles comme nous. À l'arrivée, un monceau d'ordures et de vêtements lui offre un étrange accueil. Très vite, une bénévole va la dissuader d'ouvrir le camion. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a eu une grosse tension et puis du coup il y a eu des bagarres entre eux, ils se sont énervés, donc là c'est en train de retomber un peu. Anne va aller à la pêche aux informations. Nous l'attendons à l'extérieur avec le chauffeur. Ah, là, oui. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Bon là, c'est pas possible du tout. En fait, je me suis fait accompagner par une dame qui était là, donc qui savait où était le bureau du responsable des bénévoles, qui est apparemment un petit peu dépassé parce qu'il y a eu beaucoup de tensions. Anne, je suis désolée. Non mais attends, il va falloir qu'on... T'es tombée de mauvais... T'es au courant de ce qui s'est passé juste? Finalement, cet autre bénévole va venir à sa rescousse. Alors, je suis au courant, en fait je suis pas aimée rendez-vous parce que j'étais là. Donc simplement on est arrivé, voilà, nana... Coran, tapis de prière et tout qui ont été... Quoi? Il y a Coran, tapis de prière qui ont été déchirés, mis dans les toilettes, des gens pissés dessus. Donc voilà, ce qui a fait une tension. D'accord. Donc on sait pas si... C'est sûrement un facho qui a rentré. C'est la professeure. Non mais c'est bon, on va gérer les ondes. La distribution va finalement s'organiser. Ça se passe pas comme ça, non. Mais bon, ça aussi c'est du au jour le jour. Voilà, donc je te dis, comment ça s'ouvre? La deuxième porte, elle s'ouvre. Donc ici, on a tout ce qui est médicaments, kit de premier secours. Ah mais là on en a vraiment besoin des médicaments. Donc ça, et au fond, c'est tous les habits, que des habits hommes. Alors les habits, on va les laisser, on va pas les prendre là je pense. Je t'ai appelé il y a 1 heure pour te demander si on les prenait. Regarde, ils viennent de tout jeter là. Bah ouais, mais moi là on va les mettre de côté. C'est problématique pour moi. Je peux pas repartir avec. Ouais, bah non, mais on va les prendre. Bref. Mais on le fait et il n'y a aucun problème. Okay. Et dans la bonne humeur, tout va bien. Non, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Bordel de merde. C'est compliqué quand même, hein? Ouais, merci. Ouais. Je suis désolée. Désolée pour le traquenard. C'est pas un traquenard, mais je veux faire plaisir. Bah, t'as l'impression de pas faire plaisir. On arrive à un moment de tension et il faut comprendre ça aussi. Moi, je crois que si je dormais à 20 avec rien, oui. Des gens qui me ressemblent pas, on sait ce que ça donne. Bien sûr. Donc, quand en plus il y a des critiques et des objets personnels qui sont... Voilà, Je pensais que c'était plus simple que ça. Moi aussi. Moi aussi. Accueillir au mieux les réfugiés. Au-delà de la solidarité, la question est beaucoup plus complexe. Où, comment et par qui? Joël Houzet est une figure du quartier, un ancien élu communiste.
Il souhaite que les réfugiés puissent rester dans l'ancien lycée au moins quelques années. À une condition, que des professionnels reprennent la main. Ce lieu ne peut pas rester comme il est à l'heure actuelle ou comme il donne l'impression d'être à l'heure actuelle en autogestion. C'est pas que c'est pas acceptable. Je veux dire, à partir du moment où il y a, disons, des situations que je vais appeler de violence pour être rapide, ponctuelles mais qui existent, c'est nulle part acceptable. Joël est bien placé pour le savoir. Il habite une des bars qui jouxte l'ancien lycée, au 16e étage. Le soir, ça peut être aussi très sonore dans la mesure où il y a une forme de caisse de résonance. La mairie avait prévu de détruire cet ancien lycée et de le remplacer par une médiathèque dans ce quartier qui manque d'infrastructures. D'où l'inquiétude de cette association de riverains. L'image de Jean Carré. Aujourd'hui, vous en parlez au passé, Monique ? J'espère que non, qu'on peut toujours en parler au présent et au futur, bien sûr. On espère que le projet va se concrétiser. Il faut être solidaire. Le problème, c'est qu'il faut que cet accueil se fasse dans de bonnes conditions et qu'il soit réparti géographiquement, qu'il ne touche pas que le quartier, qu'il soit réparti. Si dans chaque arrondissement, il y a, je ne sais pas, 50, 100 migrants qui sont accueillis, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on peut en accueillir. Certains habitants du quartier ont des idées plus tranchées. Comme Nadia. Elle habite l'autre bar, en face de chez Joël, l'élu communiste. Je sais pas, moi, où tu habites. T'as la vue sur Paris ou tu es de l'autre côté, toi? Moi, j'ai la vue sur la place des Fêtes, sur la pyramide. Donc, t'es là. Oui, je suis juste en face. De l'autre côté. Moi, j'aimerais que ces gens, au bout d'un moment, s'intègrent et que le centre, à un moment donné, puisse être, pas délocalisé, mais puisse se retrouver ailleurs. On ne peut pas toujours concentrer tous les problèmes. Les migrants, ce n'est pas un problème. Mais je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas concentrer toutes les difficultés dans un seul lieu. Quant au maire de l'arrondissement, membre du Parti socialiste, sa position s'apparente à celle d'un funambule. Un centre d'accueil, oui, mais pas dans ces conditions, et pas définitivement. Il y a une situation qui est hors contrôle, manifestement. Personne ne sait exactement combien de personnes sont à l'intérieur. En tout cas, ce que nous savons, c'est que les installations sanitaires, les conditions de sécurité, les conditions de salubrité ne sont pas réunies. Voilà, pour un site qui est en mesure d'accueillir dans de bonnes conditions, après travaux, 80 personnes, on est aujourd'hui dans une situation qui explose tous les compteurs. À 40 minutes du 19e arrondissement, un autre maire, Stéphane Baudet, à la tête de la ville de Courcouronnes. Il est également président de l'Association des maires d'Île-de-France et s'apprête à envoyer une lettre en haut lieu. Parfait, nickel. C'est quoi cette lettre? Lisez, vous allez voir. Dites-moi plutôt. C'est le courrier qu'on adresse au Premier ministre pour lui dire à la fois que les maires sont évidemment favorables dans une grande partie quand même à l'accueil de réfugiés sur leur territoire, mais en contrepartie de moyens qui permettra de les accueillir dignement, qu'il s'agisse d'accompagnement social, qu'il s'agisse de logement, et pas juste se satisfaire d'annonces de dispatching de réfugiés partout en Île-de-France. Stéphane Baudet parle d'expérience, dit-il. Il veut nous emmener devant un hôtel de sa commune. En juin dernier, 36 migrants ont été relogés ici par la préfecture, dans l'urgence. On nous en a envoyé une trentaine ici même dans cet hôtel sans nous prévenir au préalable, sans aucune forme d'ailleurs d'accompagnement social. Et en quoi c'est un problème pour vous, pour la commune? Parce que dès le lendemain, ils viennent taper à la porte de la commune pour savoir si on a des bons alimentaires, etc. Donc, après, il faut les gérer. C'est bien sympathique de les poser ici, mais enfin, quand on est réfugié migrant, a priori, on n'a pas de quoi manger, on n'a pas de quoi travailler, on n'a pas les papiers pour pouvoir le faire. Voilà. S'il nous parle d'argent en permanence, c'est, dit-il, parce qu'il en manque. L'État coupe dans les budgets. Il veut nous montrer un projet qui lui tient à cœur, la future maison de santé. C'est fermé. Mais là, vous voyez bien le chantier, si vous montez là. C'est quoi le rapport avec l'accueil des réfugiés? On a aujourd'hui déjà beaucoup de mal, financièrement, à s'occuper de nos populations dans des quartiers ou dans des villes déséquilibrées, comme les nôtres. Encore une fois, 3/4 de la population de Courcouronnes est dans un quartier dit sensible, en tout cas dans un quartier où les familles sont en difficulté au moins financière. On a déjà du mal, on n'a presque plus les moyens d'ailleurs d'absorber cette difficulté-là.
Hier matin, nous l'avons retrouvé dans son bureau, avec la une de ce quotidien. Vous pouvez me lire la une? Accueil des migrants, la France se prépare. L'Élysée a donné son feu vert pour l'accueil de 24 000 réfugiés en 2 ans. Évidemment que ça part d'un bon sentiment. Mais enfin, qu'est-ce que je dis, moi, à mes habitants? J'ai 450 demandes en flux tendu de logements sociaux à Courcouronnes. Je peux placer 40 familles par an. Je dis quoi aux familles qui sont inscrites depuis 8 ou 10 ans et qui attendent un logement social? Donc, je ne suis pas certain qu'on se prépare de la meilleure des façons. Notamment du point de vue de l'acceptation des habitants. Des habitants qui n'hésitent pas à lui écrire en abondance sur sa page Facebook. Il nous lit quelques messages qu'il a choisis. Il n'y a pas de logement pour nos sans-abri, mais là, il y en aura pour eux. C'est inadmissible. Désolé, je ne suis pas d'accord. Aider ceux qui fuient la guerre, évidemment, encore faut-il les appeler par leur nom, donc pas des migrants. Il faudrait peut-être commencer à fournir aux réfugiés les villes qui ont le moins de population étrangère. Ça revient assez régulièrement. S'occuper en priorité de sa ville et de ses problèmes. Un message qui passe plutôt bien auprès des habitants. Parmi eux, Georges. Non, doucement. 11 ans de vie à Courcouronnes. Voilà. Cet ancien ouvrier retraité aujourd'hui a gardé la fibre sociale. S'il est indigné, c'est par la misère au coin de sa rue. Celle par exemple qu'il a aperçue hier soir encore dans son quartier. Donc elles étaient là, les deux femmes qui viennent systématiquement. 2 femmes contraintes de faire les poubelles pour vivre. C'est quoi? Vous voyez les boîtes de concombres, les boîtes alimentaires. Et puis les gens viennent rechercher ce qui est mis à disposition, qui n'est pas détruit. Puis ils viennent chercher un petit peu à manger. Ça vous attriste? Moi, ça m'attriste, ça, oui. Oui, ça me marque plus que des gens qui traînent sur les routes et puis qui vont d'une frontière à une autre. Ah oui. Tendre la main à son prochain, oui, mais d'abord à son voisin. On devrait avoir un meilleur partage de tout ce qui est alimentaire, logement, avant de dire du jour au lendemain, allez hop, on prend tout ça et puis on leur donne tout ce qu'il y a. Tout ça, c'est qui? Tous ces réfugiés qui quittent leur pays, certainement pour des très bonnes raisons, pour la guerre, pour l'emploi, pour vivre également, c'est certain. Mais nous aussi, on a nos problèmes. Oui, oui. Des problèmes qui inquiètent également Chantal, la femme de Georges. Ah bah vous voilà tous les deux? Oui. Au cours de sa carrière, cette ancienne secrétaire a connu 2 longues périodes de chômage. Je peux vous montrer un petit peu notre petite famille. Et désormais, c'est pour leur fils et leurs 2 petits-enfants qu'ils s'inquiètent. Aujourd'hui, le grand, il a 9 ans et puis le petit, il a 3 ans. Il vient de rentrer en maternelle. Les premiers réfugiés sont arrivés en France ce matin. Face à l'arrivée des réfugiés qui font les gros titres du jour, c'est surtout aux 10% de chômeurs qu'ils pensent. Moi, je trouve que la France, elle est vraiment... Elle n'a pas les moyens de s'occuper de ces gens-là. L'Allemagne, elle le fait, alors bon, je sais pas. J'ai pas la solution. Vous, politiquement, vous placez où sur l'échiquier? Plus du côté de Mélenchon. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à se dire de gauche et puis de ne pas pouvoir... Bien sûr qu'il y a un paradoxe, bien sûr. C'est pour ça que tout à l'heure, je bloquais en disant, oui, j'ai des idées de partage, d'égalité, de justice. Et de l'autre côté, je vois mal et j'accepte mal les réfugiés actuels. Oui, tout à fait. Tout à fait, j'ai un dilemme, j'ai un problème dans ma tête. Absolument. Et j'arrive pas à le résoudre. Une France qui, selon eux, n'aurait plus les moyens d'être généreuse. Chantal nous fait la même réponse quand on lui demande si elle serait prête à accueillir un réfugié chez elle. Non, moi je ne le ferai pas, parce que déjà, j'ai pas assez de place dans ma maison. Ma maison, il y a 2 chambres, et donc j'ai ma chambre, et j'ai une chambre pour mes petits-fils qui viennent, que je récupère régulièrement la semaine. Donc non, je ne le ferai pas. Par contre, il y a une collecte de quelque chose, je donne. Je mets des aliments, je mets des boîtes de conserve, je mets des couches, je mets des choses comme ça. Je fais une aide à mon niveau, que j'estime correct, à mes moyens, que j'estime correct. Il nous faut parcourir des centaines de kilomètres vers l'Alsace pour rencontrer un couple à la démarche inverse, miroir de cette France divisée. Georges Fins a 71 ans. La ration de l'après-midi.
Ancien cheminot, il passe ses après-midi dans son jardin. Depuis 10 jours, il a de la compagnie. Un couple de réfugiés syriens âgés d'une trentaine d'années. Nous les appellerons Claire et Terry. Chrétiens menacés de mort, ils préfèrent dissimuler leur visage. Tu jettes par terre. Le couple a fui la Syrie en guerre. Après 2 ans au Liban, ils ont obtenu un visa. Ils sont ravis d'être hébergés chez un particulier. C'est beaucoup mieux pour nous d'être ici plutôt qu'en ville. Cela nous donne un peu de temps pour respirer. Être hébergé comme ça, dans un tel endroit, c'est rassurant. On se sent en sécurité. Un sentiment que nous n'avons pas eu depuis si longtemps. Vous avez déjà mangé une quiche? Ouvrir ses portes à des réfugiés, quelle que soit leur religion, c'était pour lui une évidence. Quelques-unes. Pourquoi vous avez choisi d'accueillir des réfugiés? Parce qu'on a la possibilité, on a de la place dans la maison. Les enfants, ils ne sont plus là, en tout cas pas en permanence. Et on a pratiquement un appartement qui est vide. C'est la 2e famille de réfugiés hébergés ici. Alors voilà notre maison. Nous avons une grande maison. Ève, la femme de Georges, a même volontiers cédé leur propre chambre à leurs nouveaux invités. Voilà. Voici la salle de séjour. Et voilà la chambre que nous avons mis à disposition. Nous avons changé les meubles et maintenant c'est leur chambre à eux. Ils ont leur endroit où ils sont chez eux et nous, on a notre endroit où on est chez nous. Claire et Terry sont arrivés il y a 10 jours avec 2 valises. Ils ne parlaient pas un mot de français. Ève et Georges ont répondu à un appel de la Fédération protestante de France. Est-ce qu'il faut allumer le four? Ils sont prêts à partager beaucoup plus qu'un toit. Comme Claire et Terry ne perçoivent pour l'instant aucune aide financière de l'État, Georges et Ève leur donnent 60 € par semaine. À la maison, la cuisine est faite à tour de rôle. Ce soir-là, Claire est au fourneau. En arrivant en France, elle ne s'imaginait pas un instant être reçue de cette façon. Quand on était dans le train pour venir ici, je pleurais parce que je ne m'attendais pas à un accueil pareil. Mais à peine arrivée ici, j'ai vu une très belle maison, très chaleureuse. Tante Eva nous avait préparé un délicieux repas français. Je me suis sentie chez moi, à la maison. Claire surnomme ses hôtes oncle Georges et tante Ève. Tous les 4 retrouvent un semblant de vie de famille et découvrent leur culture respective. C'est drôlement intéressant. Ça, c'est enrichissant. Pourquoi? On apprend à connaître une autre réalité. Nous, on est quand même là dans un coin tranquille. Alors, c'est le monde qui rentre chez nous. Pour leurs amis, comme ils les appellent, Ève s'est remise à l'anglais. What is that? It's some kind of beans. Yes. And then tomatoes or sauce. Claire a trouvé un autre moyen de communiquer avec Georges. Uncle George, did you like the meal tonight? Oncle John, vous aimez le repas de ce soir? Oui, c'était très bon. C'est toujours bien de découvrir quelque chose de nouveau. Claire et Terry ignorent encore combien de temps ils resteront chez Georges et Ève. Ils voient leur futur ici, en France. Santé. Ici, on peut se construire un bel avenir. Pour nous, mais aussi pour nos futurs enfants. Nous ne voulions pas avoir d'enfants en Syrie à cause de la guerre. Là-bas, ta maison peut être bombardée. Tu peux mourir à tout instant. L'accueil de Georges et Ève facilitera peut-être l'intégration de Claire et Terry. Ces initiatives individuelles, isolées, reposent sur la seule solidarité. Une entraide qui ne pourra pas suffire. Avant même l'arrivée de nouveaux réfugiés, il manque près de 20 000 places d'hébergement pour les demandeurs d'asile déjà présents sur le sol français. Avant de partir en Allemagne et retrouver Guylaine, une question à vous, François Gemène. Vous êtes enseignant, chercheur, spécialiste des migrations. Alors,
on entend bien dans ce reportage, au-delà des élans de générosité, il y a cette inquiétude liée à la crise que traverse notre pays. Alors, est-ce que ces réfugiés risquent de peser vraiment sur notre pays ? Je crois qu'il faut d'abord remettre les choses dans leur contexte. La France va accueillir finalement assez peu de réfugiés. La France délivre chaque année environ 200 000 titres de séjour. Là, elle va accueillir 24 000 réfugiés sur 2 ans. Ça veut dire qu'elle va accueillir 6% d'étrangers en plus par rapport à ce qu'elle accueille généralement. Alors bien sûr, l'accueil de ces réfugiés va représenter un coût dans l'immédiat. Il ne faut pas le nier. Il va falloir trouver des logements, des écoles. Mais je pense qu'il faut concevoir ce coût comme un investissement sur du long terme qui va permettre la bonne intégration de ces réfugiés dans l'espace social français et qui va leur permettre de contribuer à la société, d'y contribuer socialement et d'y contribuer économiquement. À long terme ? À long terme, toutes les études montrent que les immigrés ont tendance à plutôt contribuer positivement à l'économie d'un pays. Et pourtant, on continue à les imaginer volontiers comme une charge, comme un fardeau qu'il faut se répartir, alors qu'en réalité, c'est aussi une opportunité. Pierre Gattaz du MEDEF, qui n'est pourtant pas un enfant de cœur, ne dit pas autre chose. Simplement parce que les immigrés vont occuper des segments du marché du travail qui sont délaissés par les nationaux, soit des emplois très peu qualifiés, par exemple dans le gardiennage, dans les services d'aide à la personne, dans la restauration ou la construction, soit des métiers très qualifiés, médecins, ingénieurs, footballeurs. Et donc en réalité, il n'y a pas de compétition entre les nationaux et entre les immigrés. Au contraire, les immigrés vont souvent créer leurs propres emplois, des emplois qui vont aussi bénéficier aux Français. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une économie tertiaire, c'est-à-dire fondée une économie de service aux personnes. Et donc le dynamisme de la population crée aussi des emplois. Les emplois, ce n'est pas un gâteau fixe qu'il faudrait se répartir, c'est un stock qui évolue sans cesse. Et donc finalement, je dirais que le reportage montre très bien comme la France est divisée entre ceux qui sont prêts à accueillir et des initiatives de solidarité extraordinaires, et ceux qui ont peur et qui se disent, sans forcément être racistes ou xénophobes, qui ont des inquiétudes légitimes. Est-ce qu'on va pouvoir faire face ? Il y a déjà tellement de chômage dans notre pays. En réalité, je crois qu'on est face à un choix et face à un moment de vérité, à la fois pour la France et pour l'Europe, qui touche à la fois à la manière dont on conçoit notre place dans le monde et notre rapport à l'autre et à l'étranger. Est-ce qu'il s'agit de construire une forteresse réservée à quelques privilégiés, ou au contraire, est-ce qu'il s'agit de laisser le monde entrer chez soi, comme lui disait le retraité qu'on a vu dans le reportage? C'est le choix qu'il nous faut faire aujourd'hui. Merci beaucoup, François Gémen. Merci à vous. Alors, on retrouve maintenant Guylaine Chenu en Allemagne. Alors, est-ce que la situation là-bas est très différente? On l'a vu notamment d'ailleurs avec ces images de ces derniers jours. La situation est très, très, très différente en Allemagne. Oui, les situations sont très différentes. Oui, les situations sont très différentes. D'abord, en nombre. La France vient d'accepter d'accueillir 24 000 réfugiés supplémentaires. C'est ce que l'Allemagne accueille en à peine quelques jours. Ensuite, le contexte économique, bien sûr. L'Allemagne, c'est la première économie de l'Europe. Nous sommes ici à Munich, la ville la plus riche du pays. Ici, le taux de chômage avoisine les 3%. Et dans certaines localités autour de la ville, eh bien, c'est déjà le plein emploi. Alors, je voudrais vous faire écouter le témoignage d'un Allemand que nous avons rencontré ici, hier soir, à la gare. Vous allez l'entendre, eh bien, il résume à la fois l'émotion et le pragmatisme de cette Allemagne qui se rêve aujourd'hui en terre promise de l'Europe. Écoutez-le. C'est un beau moment pour notre pays, pour l'Allemagne et pour l'Europe aussi. Maintenant, il faut que nous tous en Europe, on reste unis. Chacun doit faire des efforts et on va y arriver. Il y a 70 ans, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a accueilli 12 millions de réfugiés. 12 millions de réfugiés dans une Allemagne dévastée. Aujourd'hui, 70 ans plus tard, il s'agit d'1 million de réfugiés. On devrait pouvoir y arriver. Ici, vous le voyez bien, c'est la nouvelle génération qui arrive. Nous devons saisir cette chance. Nous sommes de moins en moins nombreux en Allemagne. Moi, je viens d'une ville de 5000 habitants. Eh bien, on décline. Les gens ne font plus d'enfants. Il faut qu'on saisisse cette chance et qu'on intègre cette nouvelle génération dans notre économie. On a du travail ici. On a des jobs pour eux et tous ces réfugiés. Regardez, ce sont des jeunes. Vous l'entendez, c'est un moment particulier pour l'Allemagne. On le découvre aussi au travers de la mobilisation des médias. Et le ton a été donné dès le 24 août dernier avec la une de Bild, un grand journal populaire allemand qui tire à 2 millions d'exemplaires, 12 millions de lecteurs. La une, c'était « Wir helfen », cela veut dire «
nous aidons. Bonsoir Thomas Gauthier, vous travaillez à Das Bild, vous êtes journaliste. Alors comment est-ce que vous expliquez cet élan, cet accueil que les Allemands réservent aux réfugiés ? Oui, ici à Munich, nous avons vu des images bouleversantes, une solidarité exceptionnelle, des gens qui sont venus applaudir les migrants descendant des trains. J'ai vu des policiers qui distribuaient des ours en peluche pour les enfants. J'ai vu des Allemandes qui interrompaient leurs vacances pour venir ici, pour aider, pour distribuer des vivres, des boissons. Et ça continue, donc ce n'était pas juste une journée. Et bien sûr, je me suis demandé d'où ça vient. Vous savez, il y a beaucoup de préjugés envers l'Allemagne, peut-être en France aussi. Mais les Allemands, ce ne sont plus les nazis d'hier, ce ne sont plus les Boches. Les Allemands ont une société très ouverte, très moderne, et une société qui est capable aussi d'accueillir des millions d'étrangers. C'est ce qu'ils ont prouvé les dernières 50 années aussi. Donc, les Allemands sont très fiers de ça et je pense qu'ils le montrent au monde en ce moment. À la face du monde. Alors cet élan, cette émotion, est-ce qu'elle est partagée dans tout le pays ? Non, bien sûr. Il y a des doutes, il y a de la friction, il y a des peurs. Il y a eu malheureusement aussi des attaques des néo-nazis qui ont incendié des structures qui étaient censées abriter des migrants. Mais les néo-nazis, c'est une minorité absolue, je dirais. Selon les derniers sondages, il y a eu 60% des Allemands qui veulent bien accueillir les réfugiés. Il y a aussi 40%, surtout en campagne, qui disent « j'ai peur, j'ai des doutes, qu'est-ce que ça va nous faire ?» Et là, je pense que c'est surtout le rôle de nous, les médias, d'informer et comme ça, de dissiper ces peurs. Merci Thomas Gauthier. Merci. Et la mobilisation de la presse continue. Hier, c'était des journalistes et présentateurs vedettes de la ZDF, la grande chaîne publique allemande, qui ont réalisé des clips pour soutenir l'accueil des réfugiés avec ces images que vous découvrez et avec leurs mots. Merci Guylaine. Depuis le déclenchement de la guerre en Syrie, 4 millions de personnes ont fui ce pays. Ils sont réfugiés principalement dans des camps en Turquie, au Liban et en Jordanie. 15 000 sont arrivés en France. La moitié ont demandé le statut de réfugié. Comment les autorités prennent-elles en charge ces réfugiés ? Depuis 4 mois, nous avons suivi un couple de Syriens avec leurs enfants. Après une traversée mouvementée en Méditerranée, avec des faux papiers, ils ont pris l'avion à Athènes, atterri à Nantes. Regardez, c'est le document d'Anouk Burel, Séverine Lebrun, Frédéric Basile et Isabelle Tartakovsky. Depuis qu'il est arrivé en France, c'est la première fois qu'il affronte la mer du regard. La mer par laquelle il est parti il y a 4 mois, avec sa femme et ses enfants sous le bras. Sam est syrien, il a fui son pays. Comme des milliers d'autres, il a pris un bateau clandestin entre la Turquie et la Grèce. Et c'est encore douloureux pour lui. Je me souviens comment j'ai mis mes enfants sur le chemin de la mort. On a vu la mort. C'était un petit bateau, un Zodiac. Il faisait 6 mètres et demi. Il y avait 42 personnes à bord, des enfants, des femmes. Je me demandais... Enfin, il faisait nuit noire. Alors je me demandais si le bateau chavire, comment je vais faire pour retrouver mes enfants dans cette obscurité? Comment je vais pouvoir les sauver? Tu pensais vivre ça un jour? Tu veux dire avant? Non, non, non. Jamais il ne se serait imaginé quitter son pays, sa terre, aussi brutalement à cause de la guerre. Ces vagues l'ont projeté dans une autre vie. Sam, c'est l'histoire d'un homme qui n'est plus là-bas, mais qui n'est pas encore tout à fait ici. La première fois que nous l'avons rencontré, c'était un soir de juin. Cela faisait 3 semaines à peine qu'il était arrivé.
Sam a trouvé un petit appartement dans le sud de la France. 25 mètres carrés qu'il paye 700 € par mois et qu'il partage avec son épouse Maïssa et ses enfants, Mohamed et Jouri. Comment vous vous sentez en France? On n'a plus peur du lendemain. On n'a plus peur, on se sent en sécurité. La chute est rude pour Sam. En Syrie, il vivait dans une grande maison dans la banlieue de Damas. Sam avait plusieurs entreprises, les enfants étaient heureux. Et aujourd'hui, ils n'ont plus rien. C'est derrière nous, c'est du passé. Si on regarde en arrière, on n'avance pas. Nous sommes nostalgiques. C'est normal. Mais ça leur manque. Mais ça nous manque. C'est sûr que ça manque. Il va pleurer. Sam, j'aurais pas dû dire ça. Ils passent leur temps à dire que le plus dur, c'est pour nous, les enfants. Mais nous, on rit, on vit normalement. Nous, on se fait du souci pour eux, mais eux, ça va. Vous, votre avenir est devant vous. Nous, notre vie, elle est derrière nous. Et alors, pourquoi tu t'inquiètes? Je suis triste parce qu'il faut tout recommencer. J'étais arrivé tout en haut de l'échelle et je suis tombé tout en bas. Maintenant, je dois remonter. Tu vois, tout ce que j'ai construit, je dois repartir à zéro. En fait, Sam ne voulait pas rester en France. Après avoir débarqué clandestinement sur les rivages grecs, il voulait partir en Angleterre parce que ses enfants parlent anglais. Ils sont en train de couler, là? Oui, oui. Je veux pas voir ça. Nous, on était dans ces tentes. C'est l'île de Kos. Nous étions juste là, derrière ce grillage. On voulait aller en Angleterre, mais il fallait d'abord passer par la France. Une fois en France, on a voulu faire cette traversée. Mais le seul moyen, c'était de passer clandestinement en camion. Ça voulait dire qu'on devait se cacher sous le camion. Et c'était vraiment trop risqué pour les enfants. Et même pour ma femme. Même un jeune peut crever comme ça. Voilà pourquoi ils sont restés ici. La chance de Sam, c'est d'avoir un ami syrien installé en France depuis plus de 30 ans, Nabil. C'est lui qui leur a trouvé le petit appartement, lui qui paye le loyer ce mois-ci, lui qui les emmène faire leur première démarche administrative à Toulon aujourd'hui. Comment vous êtes rencontré, Nabil, avec Sam? On habitait immeuble en face immeuble. Et à partir de 6 ans, quand j'allais à l'école, je le voyais, on allait à l'école ensemble. Son père, il avait un magasin qui vendait du café. Il mettait un petit kiosque devant pour vendre des petites de chewing-gum, tu sais. Je me mettais avec lui. Voilà. De là, on s'est rencontrés, on est restés longtemps ensemble. Voilà. Et après, la vie nous a séparés. Moi, je suis venu ici, lui il est resté en Syrie. C'est comme un frère. Si c'était moi, ça m'est arrivé ça, il aura fait pareil en Syrie. Ça veut dire que... L'assistante sociale leur explique qu'ils ont le droit à 11 € par jour et par adulte, à la CMU pour toute la famille et aussi à un hébergement d'urgence dès qu'une place sera libre. En langage administratif, on appelle cela un CADA. Il y a 500 centres. Non, mais il y a 500 centres en France, sur tout le territoire français. Donc on va pouvoir leur proposer une place dans un CADA n'importe où en France. D'accord ?
Et ça va être compliqué de la refuser, cette place en cadastre, si elle est proposée. Cela veut dire qu'ils vont devoir déménager. Les enfants ne vont pas supporter tous ces déménagements. Oui, maintenant, parce qu'ils sont un peu problème psychologique, les enfants, avec ce qui est arrivé au périple en mer, avec les autorités turques, et ils ont failli mourir. Ils sont un peu perturbés psychologiquement, les enfants. C'est des choses sur lesquelles on n'a pas trop le choix, d'accord? Et s'il quitte l'endroit où il était avec nous maintenant, tout ça, ben, il va se sentir reperdu de nouveau, revivre ce que ça. Mais c'est pas elle qui décide. Ce jour-là, Sam et Maïssa réalisent aussi pour la première fois que la France peut refuser le statut de réfugié. C'est une commission qui examinera leur dossier. Si c'est refusé, effectivement, ce qui suit, c'est un refus de séjour par la préfecture avec une obligation à quitter le territoire dans le mois. On doit partir? Si c'est refusé, on fait quoi? Il faut quitter le territoire. Si avec l'avocat, tout ça, il faut quitter le territoire. Donc on aura perdu 1 an ou 2 pour rien. Mais pourquoi c'est refusé? Ils n'ont rien refusé encore, tu es en train de me mettre dans ce truc. Mais non! Vous allez trop vite. C'est juste une possibilité, une petite possibilité. Ils resteront en France où ils devront quitter l'Europe. Il n'y a pas d'alternative. En moyenne, il faut attendre 5 ou 6 mois pour avoir une réponse. Je ne pensais pas qu'il fallait attendre aussi longtemps. 6 mois. Il me reste que 20 €. Comment on va faire? J'ai que ça, et un peu de la monnaie, 2-3 €, je sais pas, c'est tout. C'est tout. Pendant ce temps, Sam et Maïssa n'ont pas le droit de travailler sur le territoire français. C'est tout ce qui reste. C'est tout. Je veux travailler. Je veux pas mendier les aides de l'État. Moi, je suis perdue. Pour mes enfants, je suis perdue. Ses enfants, il est perdu, il sait pas. Je veux que mes enfants trouvent un foyer après 5 ans de souffrance. Je veux trouver un foyer stable pour mes enfants. Juste ça, c'est tout. En Syrie, on a changé 3 fois de maison à cause de la guerre. Pendant notre traversée, on allait d'hôtel en hôtel. On a vécu dans une dizaine d'hôtels. Vont-ils devoir partir, rester en France, déménager? Ce jour-là, le sol se dérobe sous leurs pieds. Pendant ce temps, les enfants sont à l'école. Ils ont été scolarisés, même s'ils ne parlent pas français. Mohamed a rejoint une classe de 5e au collège de la ville. Et du coup, on se voit l'année prochaine. Pendant les vacances, on peut pas se voir. Il s'est trouvé un bon copain, Valentin. Ok. Tu viens de Syrie? Ouais. Il y avait la guerre? Ouais. Bah en fait, il y a une bombe qui s'est écrasée sur sa maison. Une bombe? Et t'es venu quand en France? Quand est-ce que tu es arrivé en France? Ça fait 2 mois. C'est un Syrien? Bah oui, il vient de Syrie, c'est un Syrien. Je me suis mis à sa place et c'est vrai que je m'imagine tous les enfants qui vivent là-bas, ça doit être très dur pour eux. C'est pour ça que t'es son copain ou? Non, non, parce que je sais pas, parce que le feeling est bien passé, parce qu'il est gentil, parce que voilà. Tu lui as parlé de la guerre ou de ta vie pendant la guerre? Non, j'aime pas en parler. Ah, pourquoi? Je sais pas. Quand je me souviens de ce qu'on vivait, je me sens pas très bien. Ça te rend triste? Oui. Et tu l'aimes bien, ce nouveau copain? Oui, je l'aime beaucoup. Ce matin-là, il a un cours de français avec d'autres enfants venus de pays étrangers. Bonjour. Bonjour. Sur le terrain de foot, il portait une culotte du sport blanche, des sandales du gymnastique et des chaussettes blanches. Mohamed était un excellent élève à l'école américaine de Damas. D'accord. Il parle arabe et anglais couramment. Gros ou mince? Et bientôt le français. Sa petite sœur Jouri, elle aussi, est à l'école. Jury, tu te sens capable d'aller au tableau et de faire l'opération? Elle ne parle pas français, mais elle a trouvé son langage
les mathématiques. Donc 56, excellent, ok. Et 8 fois 7, in French. 56. Yes, ok. La cour de récréation ce matin-là rappelle à quel point les enfants n'ont pas de frontières et arrivent à créer leur monde, leur univers. Qu'est-ce que tu aimes à l'école? J'aime tout. Et tu arrives à parler avec tes copines? Non, je comprends rien du tout. Vu d'ici, la guerre semble déjà si loin. Pourtant, Jouri vivait encore sous les bombes il y a 2 mois. Le jour le plus important d'une vie de demandeur d'asile, c'est l'entretien à l'OFPRA. C'est un jour qui en général commence par une mauvaise nuit et un voyage à Paris. Papa, on sort à la prochaine station? Non, pas celle-là, celle d'après. Les voilà à Paris, au mois de juillet, seuls, sans personne pour les aider. D'accord. Et ce n'est pas toujours facile. On a réussi à sortir de Syrie, on va quand même pas se perdre ici. Après 6 heures de voyage depuis Toulon, en train, en RER, à pied, la famille trouve enfin une chambre dans un petit hôtel de banlieue. Le lendemain matin, seuls les parents sont convoqués à l'OFPRA, l'Office de protection des réfugiés et des apatrides. Samir, comment tu te sens? Un peu comme un examen. Ouais. Et toi? Comment tu te sens aujourd'hui? J'ai peur. Mon cœur fait boum boum boum. L'entretien va déterminer si oui ou non ils pourront avoir leur statut de réfugié. Merci. Ils vont devoir raconter leur histoire en détail. Ils ont l'air inquiets. C'est pas que je suis inquiète, mais j'ai pas envie de raconter la même histoire et de me remettre à pleurer. Je peux plus en parler. Je sais pas si tu comprends. À chaque fois que l'on se rappelle de ça, c'est... C'est un rendez-vous important pour vous aujourd'hui? Oui, c'est important. Mais si aujourd'hui on me disait que la guerre était finie, je prendrais tout de suite un avion pour repartir en Syrie. Aucun problème, même si on est bien ici. Alors bonjour monsieur, vous êtes convoqué aujourd'hui dans le cadre de votre demande d'asile à l'OFPRA. L'entretien de Sam va commencer. Je suis officier de protection en charge de l'instruction de votre demande d'asile. Madame sera l'interprète pendant notre entretien. Alors, je vais vous expliquer comment... Pour des raisons de confidentialité, nous n'avons pas été autorisés à tourner. 3 quarts d'heure plus tard, Sam semble soulagé. Ils m'ont surtout demandé pourquoi j'ai quitté la Syrie. Comment je suis parti, comment je suis arrivé ici. Et quelles étaient les raisons de mon départ. J'ai dit que j'étais parti à cause de la guerre, pour protéger mes enfants. Et ils t'ont posé des questions politiques? Ils m'ont demandé si j'avais des activités politiques ou si je craignais les autorités. J'ai dit non. Moi, je n'ai jamais eu d'engagement politique. Et je n'ai pas quitté le pays à cause de cela. À l'issue de ces démarches en France, 97% des Syriens obtiennent leur statut de réfugié. Contrairement à d'autres pays, le danger n'est pas difficile à prouver en Syrie. Sam et Maïssa auront une réponse dans 3 mois. Ils ont retrouvé le sourire. Grâce à Dieu, ça s'est bien passé. Je suis soulagée.
Nous allons rester ici. Vous ferez vos études. Où ça? Ici, en France. Pas à Paris, hein. Je suis heureuse. Vivre en France, tourner la page, jamais cette perspective n'aura été aussi proche. Mais ce soir souffle un vent de nostalgie. C'est encore difficile pour toi, Sam? Évidemment. C'est toute une vie qui change. La société, la langue, le peuple, les gens, le pays. C'est pas facile. Pas facile. Dans mon pays, j'ai de la famille, mes amis, mes souvenirs. Peut-être qu'avec le temps, je me ferai des amis ici. Mais la solitude, ça vous tue. La nouvelle est tombée mi-juillet. Un appartement s'est libéré pour la famille de Sam dans une grande ville du sud de la France. Un matin, il faut tout quitter, refaire ses valises, partir, déménager. Tu es contente de partir, Maïssa? Oui, mais je veux regarder ces arbres une dernière fois. Je me souviens très bien du jour où on est arrivé ici. J'aime bien cet endroit. J'aime bien les maisons. C'est beau. Dans cette voiture, leur exil ressemble à un immense chemin, une histoire sans fin. L'appartement est meublé et payé par l'État. Mais c'est un hébergement temporaire. Ils devront le quitter et le laisser à d'autres demandeurs d'asile s'ils obtiennent leur statut de réfugié. Deux mois plus tard, en septembre, l'actualité rappelle encore Sam à son histoire. Il était âgé de 3 ans, il a péri dans la nuit de mardi à mercredi, noyé. Son cadavre a été ramassé par la police turque sur cette plage de Bodrum. Les images du petit Syrien Aylan, retrouvé sur la plage, le replongent dans cette traversée qu'il essaye d'oublier. Ses frères sont également morts noyés. Les sauveteurs ont repêché 12 corps. Des proches de l'enfant ont survécu. Comment vous dire? Ça aurait pu être mes enfants. Ou ma femme. Ou moi. C'est exactement comme ça que nous sommes arrivés. Nous aurions pu connaître le même sort, comme tant d'autres. Il ne comprend pas qu'on les laisse risquer leur vie. Ma question est, pourquoi nous obliger à risquer notre vie pour venir, puisqu'on nous accueille de toute façon à l'arrivée? Pourquoi ne pas délivrer des visas à ceux qui, comme nous, fuient la guerre, afin qu'ils puissent faire le voyage dignement? Faut-il qu'on meure pour réveiller les consciences? Il voulait fuir la guerre, une ville en ruine, et rejoindre l'Europe. Combien de Syriens vivent et vivront encore la même histoire? Dans quelques semaines, Sam, Maïssa et les enfants sauront s'ils ont le droit de rester en France. Mais Sam cultivera sans doute toute sa vie le rêve de repartir un jour en Syrie. Et maintenant, nous retrouvons Guylaine à Munich. Guylaine, vous êtes avec Pascal Brice, directeur général de l'OFPRA, l'Office français des réfugiés et des apatrides. Cet organisme qui devrait accorder ou pas le statut de réfugié à la famille que nous venons d'entendre dans le reportage d'Anouk Burel. Oui, et nous les avons suivis hier soir. Alors Pascal Brice et toute son équipe, ils sont arrivés ici lundi en urgence. Ce sont eux, ces agents de l'OFPRA, qui vont proposer l'asile aux réfugiés. Alors comment ça se passe? Eh bien c'est une première. Nous avons pu filmer certains de ces entretiens. C'était hier soir dans un centre de réfugiés.
Les agents de l'OFPRA écoutent les réfugiés. Cela dure à peu près 1 heure. Ils vérifient leur nationalité, leur langue, leur parcours. Et puis, au bout d'1 heure, ou parfois un petit peu moins, eh bien, si c'est d'accord des deux côtés, eh bien, les réfugiés montent dans un bus et partent immédiatement pour la France. Pascal Brice, bonsoir. Bonsoir. Alors, quel est le profil de ces candidats au départ pour la France ? Vous l'avez dit, depuis lundi, Bernard Cazeneuve a voulu que nous soyons ici à Munich pour rencontrer, protéger ces hommes, ces femmes, ces enfants. Il fuit la Syrie, il fuit l'Irak, les persécutions de l'État islamique. C'est ce qui frappe les officiers de protection au cours de ces entretiens. Ce sont très clairement des personnes qui ont fui les persécutions dans les régions de Daraa, de Deir ez-Zor. Donc des régions contrôlées par le groupe État islamique. Contrôlées, c'est là l'effet de cette présence de ces persécutions. Des hommes, des femmes, des enfants qui ont aussi, cela nous a beaucoup frappé, des niveaux de formation, d'éducation élevés, par exemple, un ingénieur, un avocat, de jeunes étudiants, des gens d'ailleurs dont la préoccupation est avant tout de reprendre évidemment une vie normale et notamment de reprendre des études. Alors justement, quelles sont les questions qu'ils posent aux agents de l'OFPRA pour évaluer s'ils veulent venir en France ou pas? En fait, dans ce parcours chaotique qui les conduit ici en Allemagne et au cours duquel nous leur proposons de rejoindre la France, leur préoccupation, encore une fois, c'est d'éduquer leurs enfants dans la paix, dans la stabilité, lorsqu'ils ont des enfants. Pour les jeunes, c'est de pouvoir étudier, c'est de pouvoir pour tous travailler, c'est de reprendre une vie normale pour eux et pour leurs enfants. Donc ils posent des questions sur les écoles, les équivalences de diplômes. Oui, la scolarisation de leurs enfants à l'arrivée en France. La naturalisation aussi. La naturalisation, absolument. Ils sont très préoccupés, enfin, dans cette perspective-là, de pouvoir devenir français. L'éducation de leurs enfants, l'équivalence de leur diplôme. Nous avons par exemple protégé 2 jeunes garçons, 2 jeunes frères d'une 20aine d'années, ingénieurs spécialisés dans l'industrie pétrolière et qui étaient avant tout dans le souhait de pouvoir poursuivre leurs études chez nous et de travailler. Alors Pascal Brice, 300 personnes ont quitté ici l'Allemagne pour la France cette semaine, 300 réfugiés. Ça semble assez peu. Est-ce que la France attire toujours? Est-ce qu'elle fait encore envie? Nous sommes ici à la demande du président de la République pour protéger 1000 personnes. C'est un geste, d'abord pour protéger ces hommes, ces femmes, ces enfants, et puis aussi pour aider nos amis allemands dans ces circonstances qu'ils connaissent. Et nous les protégeons. Ces personnes fuient les persécutions, fuient les drames, fuient la guerre, viennent en Allemagne comme nombre de leurs compatriotes, et parce qu'ici, ils savent qu'ils vont pouvoir trouver du travail. La France reste aussi un grand pays d'accueil et d'asile. Au-delà même de ces 1000 personnes qui vont rejoindre la France, il y a ces 24 000 personnes que nous allons protéger, comme l'a annoncé le président de la République, et puis un système de l'asile qui se réforme depuis 2 ans et qui reste un élément fondamental de notre République. Merci Pascal Brice. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur les candidats au départ pour la France. Merci Guylaine et merci à vous Pascal Brice. Dans son histoire, notre pays a connu des arrivées massives de migrants. Certains fuyaient la misère, d'autres la guerre. Espagnols, Italiens, Vietnamiens ou Cambodgiens, nous nous sommes plongés dans les archives. Et puis, nous avons retrouvé Pépita et Marcel. Leur témoignage résonne avec l'actualité. Regardez, écoutez, c'est un reportage de Vendry Lanos et Yvan Martinet avec Olivier Sauveur et Olivier Broutin. Leur histoire. Qui s'en souvient aujourd'hui? Pépita Bedoya, la réfugiée espagnole, et Marcel Conti, l'enfant d'immigrés italiens. Mon mari. Leur vie raconte une page de l'histoire de France, presque oubliée. Dans les années 30, Pépita fuyait la guerre civile. Quelques années plus tôt, le père de Marcel, lui, cherchait un travail pour nourrir sa famille. La femme de là, ça c'est mon frère, le deuxième, avec son épouse. Espagnols, Italiens, ils ont été plusieurs centaines de milliers à choisir la France pour un avenir meilleur. Ils ont grandi ici, contribué à construire ce pays, et ils sont fiers d'être Français aujourd'hui. C'est une histoire bien française. En atteste son décor, une petite maison face à la mairie d'un village des Yvelines. Madame Bedoya, c'est vous-même, bonjour. Pépita Bedoya vit ici depuis un demi-siècle. À 87 ans,
sa fierté s'affiche sur les murs de son salon. Oh, c'est Luc, c'est mon fils aîné. Ça, c'est Christiane, ma fille. 6 enfants, 9 petits-enfants, 6 arrière-petits-enfants. Une famille française façonnée par la guerre et l'exode, car Pepita est une réfugiée espagnole. La France va accueillir 24 000 réfugiés supplémentaires dans le cadre des quotas européens sur ces 120 000... Ces jours-ci, les migrants qui peuplent les journaux lui rappellent chaque soir sa propre histoire. Elle aussi a dû quitter son pays, fuir la guerre. Ce matin, j'ai dit à la radio qu'on était déjà très généreux et qu'on ne pouvait plus se permettre d'accueillir des réfugiés en plus. Je suis tout à fait d'accord. C'est triste. Quand on entend ces hommes politiques dire on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Quelque part, peut-être. Mais il faut peut-être dire qu'on n'est pas à l'abri, que ça n'arrive pas un jour en France. On ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie. Alors on sera bien content si quelqu'un nous ramasse. Donc de toute façon, il faut les aider, ces pauvres misères. C'est tout ce qu'il faut faire. Il faut faire le maximum pour eux. Pepita n'a aucun mal à se projeter. Les bombes et les balles ont déchiré son enfance. En août 1939, elle n'a que 10 ans lorsque son père, combattant républicain, est exécuté par les troupes de Franco. Sa mère doit alors fuir l'Espagne avec ses 3 enfants. Partir, toujours avancer, essayer d'aller plus loin. Qu'est-ce que vous avez vécu de traumatisant? Quand les premiers avions ont commencé à bombarder, c'était le plus affreux pour nous. Enfin, moi, enfant, c'est ce que j'ai ressenti le plus avec mon frère. Tué d'une balle, son frère n'arrivera jamais en France. Le 5 février 1939, après 6 mois d'errance, Pepita et sa famille franchissent enfin la frontière. Jusque-là, la France a plutôt bien accueilli les Espagnols. Mais là, c'est une marée humaine. En 12 jours, 450 000 réfugiés déferlent sur la France. Débordées, les autorités les regroupent d'abord sur les plages, comme ici, à Argelès-sur-Mer. Dormant à même le sable, Pepita y restera 15 mois. Le temps pour l'État français de construire le camp de Rivesaltes, près de Perpignan. 70 ans plus tard, les baraquements sont toujours là. Ruben Dol-Petit, un universitaire espagnol, est l'historien des lieux. Là, on est sur cette île-là. Ce sont 612 hectares, ce qui équivaut à 1200 terrains de foot. Des centaines de bâtiments construits à la hâte. Pas d'isolation, pas de chauffage, pas assez de sanitaires non plus. Le problème, c'était que les latrines n'étaient pas assez vidées. Assez souvent, donc, les excréments se filtraient dans la nappe phréatique du camp et du coup polluaient l'eau qui servait à boire dans le camp. Conséquence, des épidémies de diphtérie, entre autres, auxquelles se conjugue la malnutrition. Chaque jour, les enfants n'ont droit qu'à 100 grammes de pain et un bol de soupe. Un quart des nouveau-nés décèdent. En ce qui concerne les adultes, il y avait des adultes qui perdaient en moyenne 20 kilos. Donc là, c'est le cas de cette femme-là. C'est avant de son entrée au camp de Rivesaltes. Et là, quelques mois plus tard. Autour du camp, une enceinte de fil barbelé. Le centre de regroupement de Rivesaltes est en fait une prison à ciel ouvert. Les réfugiés espagnols y sont traités en ennemis par le gouvernement de Pétain. Au gouvernement français, on avait cette idée-là que c'était des anarchistes, des communistes, et donc quelque part un danger politique, idéologique dans une France bouleversée. Rivesaltes, Argelès, Pepita aura passé 4 ans et demi dans ces camps. 4 années sans école. Vichy ne prévoit pas d'enseignement pour les fils et filles de Rouge. C'était quoi les premiers mots de français que vous avez appris? Maréchal, nous voilà devant toi, tes enfants de la France. Après. Une France pétainiste en guerre, rongée par la crise économique. Pour la population, ces réfugiés sont de trop.
C'était quoi les réactions des Français qui voyaient ces Espagnols arriver par milliers? Ben, ils ne s'approchaient pas de nous, déjà. Vous avez senti l'hostilité? Ah oui, l'hostilité, oui, oui. Ah oui, pour eux, on était vraiment des mauvais. Et les enfants, bon, les enfants, c'est toujours des enfants. Quand ils pouvaient s'approcher des fils barbelés, ils nous envoyaient des pierres, hein, faut pas croire. Cette enfance, vous en avez parlé à vos enfants? Vous leur avez raconté? Non, parce que je voulais qu'ils soient heureux, qu'ils n'aient pas des mauvais souvenirs. Je ne pouvais pas leur raconter des bons souvenirs, je n'en avais pas. Si Pepita n'a jamais parlé de cette enfance à ses fils, elle a pris soin de leur transmettre ses valeurs, forgées par ce passé de réfugié. C'est mon fils numéro 5. Il s'appelle Jean. Number 5. Sale gosse. Il est très malin, il est très malin. Quand vous voyez ces réfugiés sur les écrans, vous pensez à votre maman? Vous vous dites que finalement c'est un peu votre maman 70 ans Je après. me dis, tiens, je vais faire comme beaucoup de gens, je vais voter Front National parce qu'il y a beaucoup d'émigrés qui vont venir en France, mais malgré tout, comme je suis qu'à moitié français, je me dis non, je voterai jamais Front National. Voilà, tout simplement. Pepita, la fille de communiste, a toujours le cœur à gauche. Elle souhaite aujourd'hui que ces migrants puissent à leur tour devenir des Français à part entière, comme elle. À 400 km de là, une autre histoire d'immigration a façonné une région de France. À Longwy, en Lorraine, au lycée Alfred Mézières, la professeure Marie-Louise Antenucci commence son cours. Stefano, Pauline, Pierluigi, Ugo, Anaïs. Ceci n'est pas un cours d'italien, mais d'histoire-géographie. Pour parler de l'actualité, Marie-Louise Antenucci commence par demander aux élèves d'où viennent leurs familles. Alessandro. Sicilien. Bon, Italie alors. Milanais. C'est aussi l'Italie. Sur les 23 élèves présents ce matin, 18 ont des origines italiennes, comme elle l'indique sur la carte avec ses croix. Ce lycée les prépare à 2 baccalauréats, le français et l'italien. Beaucoup de ces élèves ont la même histoire. Au cours du XXe siècle, leurs aïeux italiens sont venus jusqu'en Lorraine. Certains pour fuir le fascisme, les plus nombreux pour trouver du travail. Ils ne sont pas les bienvenus, c'est ce que révèlent les journaux de l'époque, lus à voix haute. Écoutez bien les mots qui sont utilisés en 1905 sur les Italiens. Près d'une des nombreuses cantines italiennes, votre odorat est désagréablement chatouillé par des odeurs d'abominables ratatouilles. Des vieilles sordides, à la peau fripée et aux cheveux rares, font mijoter des fritures étranges dans des poêles ébréchés. Hostile, la Lorraine. À quelques kilomètres du lycée, Villerue, surnommée la Petite Italie tant elle a accueilli d'immigrés italiens au cours du XXe siècle. Marie-Louise Antenucci habite ici. La professeure d'histoire géo collecte les photos, les documents, qui témoignent du passé de ces Italiens lorrains. Un curieux mélange sur lequel elle a écrit une thèse de doctorat. Et là, ce sont mes 2 grands-parents maternels qui ont émigré à Dépouilles. Une thèse dédiée à ses aïeux, immigrés italiens eux aussi. Une histoire de famille. Au début du siècle dernier, depuis les régions centrales d'Italie comme l'Émilie-Romagne, 100 000 paysans prennent leurs valises et la route. Par villages entiers. Depuis Turin, Milan, ils traversent les Alpes et laissent derrière eux la misère. Terminus la Lorraine, les hauts fourneaux tournent à plein régime et engloutissent le charbon comme la main-d'œuvre. En général, on a plusieurs façons d'émigrer. Soit il y avait des agents recruteurs des usines qui étaient directement dans les gares de Metz ou de Nancy ou d'autres gares et qui recrutaient sur place, soit c'était des migrations qui étaient familiales, donc des gens qui venaient rejoindre d'autres membres de leur famille et qui trouvaient du travail et trouvaient de quoi se loger. À l'époque, près d'1 Lorrain sur 10 est italien. Pour loger ces nouveaux arrivants, les industriels construisent des cités ouvrières dans lesquelles s'entassent les Italiens. Marcel Conti est fils d'immigrés. C'est dans l'un de ces logements ouvriers que ses parents ont habité en arrivant à Villerue dans les années 20.
Chez lui, quelques photos sorties d'un tiroir le ramènent plusieurs années en arrière. Ça, c'est photos de famille, voilà. Ça, c'est moi à l'école maternelle. Je dois avoir 5 ans, quelque chose comme ça. Et donc à l'école, vous parliez déjà français, vous aviez appris à parler français? Moi, j'ai toujours parlé français, hein, mais alors, à mes parents, on leur parlait en français, et eux nous répondaient en italien. Chacun parlait dans sa langue. Et les parents, souvent, enfin surtout ma mère, elle n'aimait pas parler français parce que quand ils allaient faire les courses, souvent il y avait des moqueries parce qu'ils estropiaient les mots, tout ça. Alors, donc ils évitaient de parler français parce que pour pas être ridicule, quoi. Alors ça, c'est mon père quand il était jeune. Dans la rue comme à l'usine, son père immigré italien subit vexations et brimades, un souvenir douloureux. Un soir, il avait envie de parler, sûrement. Ça vous émeut beaucoup de penser à ça? Il m'a parlé donc, et puis il m'a dit... il m'a raconté un peu les brimades qui subissent à l'usine. Et donc il me disait, il y avait des journées où il ne gagnait rien du tout parce qu'il faisait des moules. Il était mouleur. Le chef passait, avec le pied, il lui écrasait le moule et il disait, bon ben, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Alors il se sentait quand même un peu, comment je peux dire, humilié, quoi, parce que bon, ils faisaient leur travail consciencieusement. Et donc ça m'a ému parce que moi j'ai travaillé aussi à l'usine. Mais j'ai toujours été respecté. Malgré le rejet, les Conti demandent à être naturalisés. Ils deviennent français le 24 janvier 1955. Pour les parents Conti, un honneur, car c'est à la France qu'ils doivent tout. Il lui disait toujours, moi tu sais, l'Italie, elle m'a trahi. On m'avait promis du travail, on nous a fait faire la guerre. On nous a promis du travail quand on revenait de la guerre. Et quand on est revenu de la guerre, eh ben, il a fallu qu'on prenne la valise pour aller manger. Et moi, ma patrie, c'est la France, c'est elle qui m'a nourri. Les années ont passé, les humiliations aussi. Génération après génération, les Italiens sont devenus français. Ils ont quitté l'usine, ouvert des commerces. À Villerue aujourd'hui, le maire s'appelle Monsieur Casoni. Dans la région, ça n'étonne plus personne. Et si on a la curiosité de rechercher les noms des maires de Villerue, donc pour ce qui me concerne, eh bien je suis un enfant, enfin en tout cas un petit enfant d'émigrés italiens. On prolonge un tout petit peu, on va sur Mont-Saint-Martin, M. Serge de Carli, qui est également d'origine italienne. Si on passe à la commune voisine de Thil, Mme Silvestri, c'est dire à quel point, et dans tous les domaines de la vie quotidienne, combien ces filles, petites filles ou enfants d'immigrés se sont appropriés les valeurs de la République et ont pris toute leur place et ont apporté leur contribution au rayonnement citoyen, social, culturel, sportif du territoire et de la France. Dans la classe franco-italienne du lycée Alfred Mézières, les élèves de Madame Antenucci réagissent à l'actualité. En même temps, ils partent, ils ont des bateaux. Des bateaux, c'est même pas des bateaux, c'est des barques. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent en ce moment, surtout à cause des problèmes de Daesh. Pour ces descendants d'immigrés, les images des derniers jours ont une résonance particulière. C'est vrai qu'en voyant ces photos, je peux quand même directement penser à mes grands-parents, oui, qui sont arrivés aussi en Lorraine. Donc je pense aussi qu'ils ont pu passer par ce genre d'émotions. On remarque qu'en ce moment, les immigrés ne sont pas forcément acceptés. Et on voit qu'il n'y a aucune évolution. L'époque de nos grands-parents, tous nos grands-parents en fait, ils n'ont pas été aussi acceptés, il y avait aussi du racisme. Dans cette classe, l'accueil des réfugiés pose beaucoup de questions. Plus d'un siècle après les premiers Italiens en Lorraine, leurs descendants sont devenus des Français comme les autres. Vous l'avez vu tout au long de cette émission et notamment avec ces images venues d'Allemagne, les réfugiés qui viennent jusqu'à nous aujourd'hui sont au bout d'un long chemin. Ils ont pris un bateau, des bus, des trains et ont beaucoup marché. Les routes de l'exil changent sans cesse. Nous avons suivi celle qui est désormais la plus empruntée par ces migrants,
Grèce, Macédoine, Serbie, Hongrie, Allemagne, jusqu'en Suède. Nous avons franchi ces frontières avec eux durant plusieurs semaines. C'est un reportage signé Claire Billet et Olivier Jobard avec Séverine Lebrun. Une nuit d'angoisse s'achève pour les migrants. Ils sont plus de 50 sur ce frêle esquif. La traversée a duré 4 heures entre la Turquie et la Grèce. Ils sont escortés par les gardes-côtes sur l'île de Kos. Maya a 5 ans. Elle est la première à toucher la terre ferme. Jihan, sa mère, la suit. Un par un, j'ai dit. Sinon, vous allez vous noyer. Avec Jihan, son mari Ahmad. Le couple tenait un commerce en Syrie. Il voyage avec 3 enfants. Tu as un bébé, c'est ça? Oui, c'est le mien. Il s'appelle César. Il a 1 an. César commence un très long parcours. 4000 km pour atteindre la Suède. Nous sommes depuis 3 semaines sur les plages de l'île. Chaque jour, des Zodiacs accostent. Celui-ci à l'insu des gardes-côtes. Des hommes, des femmes, des enfants. Liberté! Ils sont tous afghans. Timur Shah a payé 2000 € pour ce voyage en mer avec ses 2 petits. Ils ont 3 et 7 ans. Vous êtes heureux? Ah oui, énormément. Pourquoi? Parce que nos problèmes sont terminés. Jusqu'au prochain. Après la mer et ses dangers, Timur Shah s'apprête à traverser l'Europe à pied. Sur ces routes de l'exil, nous croisons le chemin de Dania et Rami. À Kos, il se mêle aux touristes. Ils sont syriens. Rami était pharmacien. Nous devons nous en aller. Nous n'avons pas le choix. Pour offrir un avenir meilleur à notre enfant. Timur Shah, le père afghan, et ses 2 enfants. Rami et Dania, le couple de Damas. Ahmad et Jihan, qui voyagent avec leur petit César. 3 familles que nous allons accompagner pendant 2 mois, chacune dans leur périple. Avec elles, en clandestin, nous passerons les frontières, vivrons les moments d'incertitude et de soulagement. En ce début d'été, nous partons sur la route de l'exil. Première étape, 12 heures de ferry. Ahmad, Jihan et leurs enfants débarquent à Athènes, au milieu des touristes. Avec leur petit groupe, ils veulent quitter la Grèce au plus vite, direction le nord du pays, à 500 km. Face à eux, une zone tampon les sépare de la Macédoine. 40 km interdits aux migrants. Ahmad a trouvé grâce à ses amis le numéro d'un passeur. Bonjour, tu vas bien? J'aimerais que tu nous conduises à Evzoni. Mon pote, j'aurais besoin de 4 à 5 voitures. Je suis pas seul, on est une quinzaine de personnes. Ok, je te fais signe, aucun problème. Merci. Dans une gare routière au nord de la Grèce, une longue attente commence. La famille passe sa première nuit dans la rue. Il est 3 heures du matin. Coup de fil du passeur. Le parking? C'est trop loin. On y va en bus? Il leur donne rendez-vous dans le centre-ville. Allez, Jihan, réveille-toi. Il faut se mettre en marche. Jihan, où est le 3e sac? Ahmad prend la tête du groupe. Ils rejoignent le passeur. Vous allez suivre le Soudanais, le passeur. Vous le voyez? Allez-y. Voiture, marche. Un jour plus tard, Ahmad est maintenant tout proche de la frontière avec la Serbie. La nuit, la famille tente sa chance. Elle rejoint une centaine d'autres Syriens. Ce soir, une bonne étoile veille sur eux. Un villageois les guide. Il est grec, connaît le coin par cœur.
Écoutez, il y a 1 heure, on a fait passer 600 personnes. Vous arrivez de Syrie et tout le monde vous a demandé de l'argent. Nous serons peut-être les seuls à ne jamais vous en demander. Écoutez-moi, soyez calme comme un chat. Le silence est votre allié. Ahmad veut éviter la police macédonienne. Elle bloque et frappe les migrants. On va pouvoir monter sur la colline pour vérifier qu'il n'y ait ni la police ni l'armée. Il est minuit. 8 kilomètres à parcourir à travers forêts et bosquets. La peur est palpable. On va marcher encore longtemps? 6 heures? Gian n'en peut plus. Son fils César pèse 10 kilos. Les hommes du groupe se relaient pour le porter. Ils n'ont qu'une crainte, que le petit se réveille, que ces cris alertent la police. Peut-être que dans les 5 ou 10 derniers mètres, la police va nous attraper et nous repousser en Grèce. C'est pour ça que je ne me réjouis pas encore. On va peut-être pleurer. Au loin, les lumières de Macédoine. Encore 4 heures de marche pour atteindre Gevgelia, surnommé le Las Vegas des Balkans. La musique des casinos résonne. Toujours aucun soldat en vue. Leurs pas se font plus légers. Un dernier effort. Allez, allez, on y va les jeunes. Ahmad et sa famille ont atteint les faubourgs de la ville. Ils ont passé leur première frontière. Ils doivent maintenant se rendre à la gare de Gevgelia pour continuer leur périple. C'est un succès. Content? Oui, j'ai fait ce que je devais faire. Ils attendent maintenant un sauf-conduit pour quitter le pays. Ahmad et Gian passent la journée avec une centaine de migrants. Ils ont marché toute la nuit. Rien n'est prévu pour eux. Ils se débrouillent sur les quais, au milieu des déchets. Quelle saleté, c'est dégoûtant. Cela fait 3 jours que la famille ne s'est pas lavée. Faudrait qu'on le passe au chlore. L'humour pour supporter ce quotidien. Gian s'endort à même l'asphalte. Quelques heures de repos, volées, avant un nouveau pays à parcourir. Sur les routes de l'exil, quand certains avancent, d'autres sont à l'arrêt. Nous retrouvons Timur Shah, le père afghan qui voyage avec ses 2 enfants. Il est bloqué sur l'île de Kos, en Grèce. Il attend un laissez-passer. Cela fait 3 semaines qu'il vit dans cet hôtel à l'abandon. L'endroit s'appelle le capitaine Elias. Elias, comme son fils de 3 ans. Papa, c'est bon. Mange, ne prends pas tout le paquet. Il partage cette chambre avec une autre famille, afghane, elle aussi. Pas d'électricité, ni toilette, ni eau potable. On fait un feu dehors pour faire bouillir l'eau du thé. Mais on ne peut faire que 2 tasses à la fois. Donc là, je le fais pour mes enfants. Les aides sont quasi inexistantes. Elles se limitent à la générosité des habitants. Devant l'hôtel, ils distribuent une ration quotidienne, insuffisante pour nourrir tout le monde. Ils t'ont donné quoi? Rien. Rien donné? Comment ça? Je t'avais dit de nous ramener quelque chose. Timur Shah n'a plus que 200 € en poche. La cuisine se fait sur le toit de l'hôtel. Au menu, quelques légumes, achetés au supermarché. Je fais des patates et des tomates pour une omelette. On s'organise au jour le jour. Timur Shah vivait en Norvège, en famille. Il n'a pas obtenu ses papiers. Tout le monde a été expulsé en Afghanistan, sauf sa femme.
Lui et ses enfants ont déjà parcouru 5000 km pour être à nouveau réunis. Quand je suis reparti d'Afghanistan, passé en Iran et qu'on est arrivé en Turquie, on est allé à l'hôpital parce qu'ils n'étaient pas bien. Ils ont été très malades, c'était vraiment dur. Le plus difficile, veiller à l'hygiène des enfants. Il vient tous les jours au seul point d'eau, faire un brin de toilette. Tiens, enlève ça. Papa, prends le shampoing. Ne bouge pas. Super. J'ai hâte que ça se termine vite ici. Qu'on aille ensuite à Athènes. Ce sera peut-être mieux. Et peut-être qu'après, j'arriverai à retourner chez moi en Norvège. Dans 2, 3 ou 6 mois, je ne sais pas. L'incertitude. Timur Shah conserve le peu d'argent qu'il a pour quitter l'île en ferry. Mais ses économies s'amenuisent. Les autorités grecques lui donneront-elles son sauf-conduit? Au 15e jour de voyage, Gian et ses enfants sont arrivés à la gare de Skopje en Macédoine. Ils attendent le retour d'Ahmad. Il n'a qu'une préoccupation, avoir toujours de l'argent disponible. Je cherche le bureau de change. C'est là-bas, le bâtiment jaune. Merci. Ahmad n'a sur lui que des grosses coupures. Tout l'argent qui lui reste pour terminer la route tient dans sa poche. C'est pas du hashish. 10 billets de 500 € cachés dans ce paquet. En fait, on a besoin d'avoir des petits paquets d'argent, comme ça, pour les cacher. Comme ça, tu vois? Les billets de 500, ça fait des paquets plus petits. Parce qu'on a peur que des gens nous les volent. Et ça les protège de l'eau. Un à un, les hommes changent un peu d'argent. J'ai besoin de petites coupures aussi. Des billets de 50? D'accord. Ahmad veut des petites coupures. Il pense qu'elles peuvent lui servir à franchir la frontière avec la Serbie. Je vais essayer de passer cette frontière en train, en payant des pots de vin au contrôleur, pour qu'il nous laisse à l'intérieur du train. Ahmad n'est pas sûr de lui, mais il tente sa chance. Le groupe le sent. Il est inquiet. Hussein, t'as peur ou quoi? Avance et pose les sacs de couchage. J'ai rien dit, moi. Et ne parle pas trop fort. Faut pas qu'on se fasse remarquer. La tension s'immisce au sein du couple. Elle est où la bouteille d'eau pour César? J'en sais rien, il y en a plus. Mais si tu sais, la bouteille, je lui en ai donné quand il pleurait. Je sais pas. La grande. Il y en a plus. Gian ne décroche plus un mot. Ahmad sort donner ses dernières consignes. Dans 10 minutes, la police macédonienne va venir dans ta cabine et demander les passeports. Tu sortiras pour donner de l'argent et tout ira bien. T'as combien? 110 €. Non, 10 € ça suffit. À la frontière, le train s'arrête. Lumières éteintes, tout se joue maintenant. Ce ne sont pas les contrôleurs qu'Ahmad devra soudoyer, mais la police macédonienne. Allez, sortez. Sortez. 2 officiers font descendre ceux qui n'ont pas de papier en règle. Le train stop. Pas de Serbie. Vient le tour d'Ahmad. Syrien? Oui. Vous êtes Syrien? Oui, oui. Tu ne passeras pas la frontière. Mais on a des billets pour Belgrade. Sortez. On a un bébé. Sortez. Ok. Mais laissez au moins ma femme et mes bébés. Allez, sortez. 100 €. Je vous donne 100 €. Non. S'il vous plaît. Non. Allez, 300 €. Allez, sortez. Le policier reste intraitable. Ahmad, sa femme et leurs enfants descendent du train. Il faudra encore marcher, éviter les contrôles, essayer d'entrer en Serbie.
Cela fait 2 jours que Rami, le pharmacien syrien, et sa femme Dania sont à Athènes. Pour eux, traverser les frontières sera moins éprouvant. Avec leur fils, ils visitent l'Acropole, profitent de la capitale grecque, presque comme des touristes. Vous êtes en vacances? D'une certaine façon. Vous travaillez? Non, c'est comme si on était en vacances, on est en transit. Rami, finalement, lâche le mot. Syrie. Vous sortez de Syrie? Oui, c'est ce qu'on vient de faire. Rami et Dania se sont installés à l'hôtel, dans un quartier fréquenté par les Syriens en transit. Ils ont décidé de rejoindre la Suède en avion, sans visa. Ils ont besoin de faux papiers. Bonjour. Que Dieu te donne la santé. Mon cher, un ami m'a donné ton numéro. On veut aller en Suède avec ma femme et mon fils. Mon fils a 3 ans et demi. Comment peut-on organiser ça? Je vais acheter des pièces d'identité européennes. Je ne sais pas si ce seront des faux papiers sur lesquels il collera nos photos ou des vrais avec des gens qui nous ressemblent. Par Internet, l'homme lui envoie un exemple, une fausse pièce d'identité tchèque pour circuler en Europe. C'est 1 000 € pour les 3. Le passage est prévu dans les prochains jours. Le lendemain, nous les retrouvons dépités. Ils ne nous ont pas prévenus, de peur que le passeur repère notre caméra. Ils ont fait leur première tentative. C'est raté. Le problème, c'était les papiers. Ça se voyait clairement que les papiers étaient des faux. Dès qu'elle les a touchés, elle nous a regardés et elle a dit « Non, non, je suis désolée ». Avec nous, il y avait 4 autres Syriens arrêtés. Ils nous ont regardés comme ça. « Vous êtes Syrien ?» On ne s'en doutait pas. Vous ne ressemblez pas du tout à des Syriens. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire qu'on a raté cette tentative, mais on va réessayer. Pas question pour Rami et Dania de prendre la route, comme le font leurs amis, sur ces images qu'ils nous montrent. On ne peut pas se permettre de partir à l'inconnu sur cette route. Il risque d'y avoir des serpents dans la forêt. C'est difficile, parce qu'il ne s'agit pas seulement de porter nos sacs. Il faudra porter notre fils aussi. Oui. Et en plus de la marche sur la route, il faudra peut-être, je ne sais pas, dormir par terre. Le couple veut reprendre l'avion, avec un nouveau passeur. Celui-là propose à Rami un forfait, faux papiers et billets, en illimité, jusqu'à ce qu'ils réussissent à passer. Combien vous payez pour ça? Allez, continuons de rigoler plutôt. Ne nous le rappelez pas. Très cher. Ouais, environ 9 000 €. Le couple doit attendre le signal de leur contact. Dania se prépare. Elle a éclairci ses cheveux pour ressembler à une Européenne. Elle aime l'élégance. Voilà. À la française. Le temps s'étire, comme suspendu. Une semaine plus tard, le jour du départ est fixé. Rami et Dania auront cette fois de faux papiers italiens. Ils apprennent quelques mots. Tu comprends? Je m'appelle. Des rudiments pour faire illusion et tromper les contrôles. Le lendemain, Rami et Dania nous évitent. Ils ont peur que le passeur découvre notre caméra. Nous les suivons à distance. Ils retrouvent leur contact dans le centre d'Athènes. Ensemble, ils prennent un taxi pour l'aéroport. À l'intérieur, l'homme leur remet leurs fausses pièces d'identité. Il les accompagne ensuite jusqu'à l'aérogare.
La famille se présente au comptoir d'enregistrement. L'employé soupçonne qu'ils utilisent de fausses identités. Elle leur refuse l'accès. Rami, Dania et leur fils ne prendront pas cet avion pour Rome. Deuxième échec. La troisième tentative sera la bonne. Avec de faux papiers espagnols, la famille s'envolera pour Munich, en Allemagne. Le groupe d'Ahmad et Jihan traverse l'Europe depuis 18 jours. Nous les retrouvons au bord d'une autoroute en Serbie. Ils ont marché toute la nuit. 3 fois, la police les a repoussés. La 4e, ils ont réussi à entrer dans le pays. Allez, Jihan. Allez. Allez. On est très fatigués. Et ils n'arrivent plus à marcher. Moi, ma jambe, elle me fait mal. Mais moi, je marche. Et eux, ils ne marchent pas. Je ne comprends pas pourquoi. Au bout de cette autoroute, Belgrade. Il leur faut une journée de plus pour rejoindre la capitale serbe et se reposer à l'hôtel. Ahmad est parti de Syrie il y a 6 mois. Il a peur de manquer d'argent. De Damas en Syrie jusqu'ici à Belgrade, j'ai dépensé 15 000 €. Cet argent, c'est toute ma vie. Parce que j'en ai emprunté beaucoup, à plein de gens. Et comme ils me l'ont prêté, il va falloir que je les rembourse tous. Les passeurs demandent maintenant 20 000 € pour conduire l'ensemble du groupe en Hongrie. Il ne leur reste plus assez d'argent. Les tarifs ont flambé. Cette frontière est la plus contrôlée de toutes. C'est l'entrée dans l'espace Schengen. La Hongrie vient d'y poser des barbelés sur 175 km. 1 millier de policiers la surveillent. Pourtant, le groupe devra la franchir à pied. Des zooms pour voir? L'idée d'Ahmad, utiliser son smartphone, des cartes satellites pour trouver où se faufiler. On va à Kengiza, là, c'est la ville. On va longer la rivière. On pourrait pas prendre l'autre chemin? Oui, il y en a un autre. Fais voir les bois. Regarde. Ahmad est confiant. Des Syriens sont passés hier par ce chemin. Ils lui ont transmis l'information grâce aux réseaux sociaux. Dans leur chambre, les femmes se préparent, elles, à changer d'apparence. Allez, enlève ça! Elle rit, mais la jeune femme a bien du mal à se découvrir. Elle aime, elle adore le voile. Mais il va falloir qu'elle l'enlève pour passer les contrôles. Ça fait 7 ans qu'elle n'a pas enlevé son voile en public. Je suis très timide. Tu aimes? Et voilà une option qui lui convient. Jihan, t'en penses quoi? C'est joli? Oui, mais enlève la casquette. L'essai est concluant. Les femmes sont prêtes à enlever leur voile, prêtes pour rentrer en Hongrie. Il faut prendre à droite, là. Et par là. On longe les rails et on rentre là-dedans. 5 jours plus tard, le guidage GPS commence. Tu vois bien où est ce magasin, hein? On va longer la frontière, là, pour rentrer à cet endroit. Ils slaloment entre les maisons. Surtout éviter les policiers. Ahmad est devenu chef du groupe. Tout le monde est là? Toi, reste en arrière. Essaye de les regrouper tous. C'est pas possible, là. Ça va pas marcher comme ça. Toi, tu portes trop de sacs. Soit tu les jettes, soit t'avances plus vite. Donne-le-moi. Et dis-lui de fermer sa bouche. Il y a des maisons partout. Vous êtes prêts? Ok. Ahmad veut éviter la route. Il s'élance dans un fossé, prend à travers champs.
Jian a le souffle coupé. Au bout d'une heure, ils ne peuvent plus avancer. La végétation est trop dense. Et ça, Arman ne pouvait pas le voir sur l'image satellite. Tu vois quoi? J'ai ouvert un chemin sur 15 mètres. Ça va être dense comme ça tout le long. Tu crois qu'on peut passer? Non, va falloir remonter. Va voir, on peut passer? C'est bon? Derrière les fourrés, la frontière. Pas de policiers. Ils ont réussi. Où est mon short? Et la ceinture? En Hongrie, Ahmad quitte ses habits de migrant. J'enlève mon voile. Mais oui, personne ne va te voir. On va prendre des voitures depuis ce restaurant. Il ne faut pas que je sois sale. Il faut que j'ai l'air cool et normal. Passe-moi des billets de 50. Jian, la femme d'Ahmad, enlève son voile. Les passeurs les attendent sur une aire d'autoroute. Avec 2 voitures, ils les conduisent à Budapest. Alors qu'ils font route vers l'Allemagne, ils vont vivre l'invraisemblable. Les conducteurs s'arrêtent, faire une pause. Ahmad et son groupe en profitent pour manger un peu. Ils se détendent. 1 minute d'inattention. Les passeurs sont partis avec tous les sacs. Je me doutais qu'il y avait un problème. Ils n'arrêtaient pas de dire police, police, et de nous dire de nous cacher. J'ai bien fait de sortir tout l'argent que j'avais planqué dans le sac. Un peu d'argent et les affaires qu'ils portent. Voilà tout ce qu'il leur reste. Ils ont encore 2000 km à parcourir. 2 jours plus tard, ils ne l'espéraient plus. Leur voyage s'accélère. Ahmad et Jian ont repris la route. Les kilomètres défilent, les pays aussi, Hongrie, Slovaquie, République tchèque, jusqu'à Hambourg. Ils sont exténués. On a très froid, alors qu'on n'est qu'en Allemagne, même pas encore en Suède. Là-bas, il fera encore plus froid. Pour se réchauffer, la famille trouve refuge dans un fast-food. Ils y passeront la nuit, avant de remonter dans un train, le dernier. Au Danemark, les paysages du Nord s'installent. Les nuages se dispersent. Malgré la fatigue, c'est l'émerveillement. Nos vaches, à nous, ne sont pas blondes. C'est très beau. En Europe, tout est beau. La famille ne s'en aperçoit pas. Elle passe la dernière frontière. Leur traversée touche à sa fin. Je ne sais pas si je reviendrai un jour en Syrie. Probablement jamais. Mais César, peut-être? César, le Suédois. César est entré en Suède, les yeux grands ouverts. Le train s'arrête dans un petit village. La sœur d'Ahmad s'y est installée en 2013. Ils ne se sont pas vus depuis 2 ans. Mon petit Eloul. Comment tu vas? Comme t'as grandi. Ça va? Il est temps d'annoncer la bonne nouvelle aux proches. Sidra, la nièce d'Ahmad, appelle sa mère, restée en Syrie. Allô, maman?
Je suis arrivée en Suède. Comment veux-tu que je ne pleure pas après tout ce qu'on a surmonté pour arriver ici? Ils auront passé 1 mois sur les routes d'Europe. Timour-Chah est en Macédoine avec ses enfants. Il a dépensé 6 000 € depuis son départ d'Afghanistan. Rami et Dania sont arrivés les premiers en Suède. Par avion, leur exil a coûté 13 000 €. Le prix du voyage pour Ahmad et Jihan, 20 000 €. Une dette à rembourser, mais leur ciel s'éclaircit. On est en été. Dire qu'on est en été. C'est notre hiver en Syrie. Il n'y a pas de soleil et il fait froid. Finalement, peut-être que c'est l'hiver qui va nous achever. L'humour pour braver l'inconnu. Ils ont réussi ce qui compte le plus à leurs yeux, mettre les enfants en sécurité. Ils savent qu'un périple d'une autre ampleur commence, celui d'une vie à reconstruire. Des visages, des paroles et des sourires maintenant. Ils sont français, vous les connaissez, leur histoire n'est pas étrangère à tout ce que nous venons d'entendre dans cette émission spéciale. Virginie Lebrun et Nicolas Gouvin les ont rencontrés. Frédéric Shaw a 6 mois quand il arrive en France. À la fin des années 70, ses parents fuient le régime des Khmers rouges au Cambodge, alors que sa mère est enceinte de lui. La France a été à l'époque quand même, a accueilli quand même 120 000 réfugiés vietnamiens et cambodgiens. Ça fait écho à mon histoire. L'année dernière, Frédéric Shaw tient l'un des rôles principaux dans un film à succès, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Et s'il y en a un qui balance une vanne sur les Chinois, je fais quoi? Bah tu souris. Je fais le chinois quoi en fait. Ah l'œil noir. Elle a fondé la plus importante agence de publicité en France. Mercedes Serra est née à Barcelone. Elle débarque à Paris à l'âge de 6 ans, sans parler un mot de français. Je voulais m'intégrer, être comme une petite Française. Mon prénom préféré, c'était Martine. Parce que Martine en vacances, Martine à la plage, c'était génial. Mercedes, ils se moquaient de tous. Quand on est physiquement différent, très jeune, on subit des moqueries, de la stigmatisation qui sont liées à notre différence. Et du coup, on a soit le choix, soit que ça passe à travers nous, ou comme moi, j'ai fait un énorme rejet parce que je souffrais de ne pas être accepté. Et du coup, j'ai voulu être plus blanc que blanc. Je voulais parler mieux français que toutes les petites filles de la classe, donc je combattais. Donc c'est intéressant. Mais c'est pas une chance que de ce côté-là. Moi, je suis orgueilleuse. Je pense que c'est une chance pour la France, d'avoir des gens qui ont la niaque. C'est l'un des visages du cinéma français. Masha Merrill est née Maria Magdalena Gagarine. Ses 2 parents russes ont fui la révolution de 1917. Toute ma famille a été déportée en Sibérie. Tous ceux qui ne se sont pas enfuis ont fini très tragiquement. Donc, je pense que mes parents voulaient oublier la Russie et choisir un pays sûr, un pays tranquille, un pays où les droits sont respectés. Sa bande dessinée Persépolis a fait d'elle l'une des artistes iraniennes les plus renommées. Marjane Satrapi quitte Téhéran à 24 ans en pleine révolution islamique, privée de sa liberté d'expression. J'ai abandonné un appartement de 150 mètres carrés, j'avais une voiture, j'avais une femme de ménage, j'avais tout pour me retrouver dans un tout petit studio de 24 mètres carrés à Strasbourg, sans rien, même le chauffage qui ne marchait pas bien. Donc franchement, au niveau économique, on ne peut pas dire que j'ai augmenté le niveau, mais j'étais libre de faire ce que je voulais. J'avais les mêmes droits que tous les Français. Je suis allée aux Arts Déco de Strasbourg, c'était gratuit pour les Français, c'était gratuit pour moi. Le résultat de ça, c'est quoi? C'est que je suis restée en France, je paie mes impôts. Quand je fais Persépolis, j'embauche 100 Français, auxquels je donne du travail pendant 1 an et demi.
Si on part tous, vous vivrez mieux entre vous, tous les Marie-Christine et Jean-Pierre ensemble, ça serait vraiment un pays génial. Il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de meurtres, il n'y aura plus rien. C'est une question qu'il faut se poser décemment. Est-ce que ça irait réellement beaucoup mieux? Un pays qui n'accepte pas le métissage est un pays qui vieillit, est un pays qui périclite. Tous ces gens qui arrivent, et puis en plus vous avez vu comment ils sont beaux ces jeunes gens-là, tous ces Syriens et ces Irakiens. Il va y avoir plein de mariages, plein de couples qui vont se former, et il n'y a rien de tel. Ça va raviver la France. Avant de refermer cette émission spéciale, on retrouve Guylaine en direct devant la gare de Munich. Guylaine, des trains de réfugiés arrivent-ils encore ce soir dans la gare ? Oui, Françoise, le dernier train est arrivé environ il y a une quinzaine de minutes et les réfugiés sont en train d'être accueillis maintenant ici avant d'être dirigés vers des centres pour la nuit. Mais vous le savez, Françoise, ce qui frappe vraiment ici, c'est la confrontation entre deux mondes. Nous sommes dans une gare, il y a des gens qui montent et qui descendent dans les trains, comme partout. Et puis il y a ces longues cohortes de réfugiés qui marchent en silence dans la même gare, parfois avec pour seul bagage un sac en plastique et des visages exténués. Et c'est bien là tout le défi, que ces deux mondes se regardent, qu'ils se croisent et puis qu'ils cheminent ensemble. Je vous propose une dernière image de l'émotion, car vous savez, de l'émotion ici, il y en a beaucoup. Cela vient de se passer ici, sous nos yeux, une scène de retrouvailles. Une femme syrienne arrivée ici, en Allemagne, il y a un peu plus d'un an, qui retrouve ce soir sa famille, ses neveux. Et c'est toute une nouvelle vie, une nouvelle page de leur histoire qui va s'écrire pour eux. Et maintenant, après l'exil. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci beaucoup Guylaine pour toutes ces images, pour ces témoignages, ces informations. Merci à toutes les équipes d'Envoyé spécial, aux équipes techniques ici à Paris, à France 2 et à Munich. Et merci à nos deux réalisateurs, Jérôme Revon et Fabrice Mercier. Merci à vous de nous avoir suivis en direct pour cette émission spéciale sur cette actualité des réfugiés. Tout de suite, retrouvez les équipes de complément d'enquête pour une émission sur la pollution. Et avec cette question, à quoi sert Monsieur Hulot, l'envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète? C'est à vous, Nicolas.